17h-20h, Frédéric Bradel. Bonsoir à tous, les vraies voix de l'été. Nous entamons une deuxième semaine qui sera forcément historique. Des feux de forêt en Île-de-France, à la fête nationale sans feu d'artifice, en passant par l'équipe de France en route pour sa 3e Coupe du Monde et le Tour de France cycliste, bien sûr, sous la canicule. Voici le sommaire. Dans un instant, nous vous posons la question du soir. Malgré l'interdiction et les dangers immenses, certains jeunes se sont trémoussés dans une rave party ce week-end en plein cagnard. Nous vous posons la question. #incendie. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a-t-il eu raison de laisser se dérouler la rave party dans le Morbihan ? Réagissez, 0826 300 300 et sur YouTube et sur les réseaux sociaux. 18h05, le grand débat, les sondages nous le martèlent. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont de fortes chances de s'affronter au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle. Pourtant, tous les leaders politiques issus des autres camps nous ont assuré ce week-end que ce cas de figure ne se produira pas. Alors nous en débattrons. Présidentielle 2027 en hashtag. Un second tour Mélenchon-Le Pen est-il inévitable ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Bref, nous sommes prêts à en débattre avec ces gens-là. Voilà. C'est le spécial Maxime Sénat. Ça va, cher Maxime, notre réalisateur ? Il fait chaud et pourtant j'ai mis les moufles. Oui. Eh bien, chers amis, je vous présente un des habitués, évidemment. Il revient chaque été. Policier et conseiller de Paris, désormais. Abdoulaye Kanté. Bonsoir, Abdoulaye. Merci, mon cher Frédéric. Merci à vous toutes. Comment ça va ? Ça ira hein, avec le générique, là, ça fait bien, tout de suite. Ça me fait penser à Ciné Dimanche, tu vois. Donc, quand on était posé, c'est vrai que c'était ça. Oui, alors, conseiller de Paris, désormais. Ça y est. Donc, je sors de ma zone de confort et je vais autre part et on va essayer d'œuvrer pour les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, j'aime bien sortir de sa zone de confort quand on est policier. Vous n'avez peur de rien, vous, en fait. Vous êtes comme ça. Nous accueillons, chers amis, une nouvelle pour sa première dans Les Vraies Voix. Annabelle Carrette-Nourry, fondatrice de l'association Urvalues Éducation. Urvalues Éducation, oui, parce qu'il y a une consonance anglaise et une consonance française. Voilà. Exactement, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être ici. Bon. Alors, oui, il y a une consonance anglaise universelle. Je souhaitais que ce soit un petit peu plus universel, que ça puisse parler à tout le monde. Voilà, la raison. Vous nous rappelez en quoi ça consiste ? Alors, c'est une association qui transmet le guide de vie d'éducation morale que j'ai écrit, qui s'appelle La Libération par la loi naturelle, et qui est composé de corps, mental, âme, en 3 parties. J'explique comment on en est arrivé ici dans la société. Je propose une solution et ensuite une instauration politique chiffrée avec les effets et les limites potentielles. Vous comprenez pourquoi elle est dans Les Vraies Voix, mes chers amis. Alors, puisqu'on parlait de code moral, justement, le 3e, c'est Pascal Giral, chef d'entreprise. C'est moi le représentant du code moral. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, on va débattre évidemment tous ensemble, mais l'actualité nous emmène une nouvelle fois sur une situation tragique avec les feux de forêt et notamment en Seine-et-Marne. C'est parti. Les Vraies Voix Sud Radio. La France est sous le choc. Les incendies de forêt s'invitent donc en Île-de-France. La légendaire forêt de Fontainebleau brûle depuis hier. Autoroute A6 fermée, ligne TGV perturbée, voisinage évacué. Nous en parlons justement avec le maire adjoint de la ville, du petit village de Saint-Martin-en-Bière, Grégoire Drouot. Bonsoir Grégoire Drouot. Bonsoir à tous. Merci de nous confier votre vécu, parce que depuis hier, toute votre municipalité est sans dessus-dessous. Et je voulais juste ajouter, parce que nous sommes encore rattrapés dans l'actualité par une information, la ligne à grande vitesse TGV est de nouveau paralysée ce lundi à cause d'un incendie, cette fois-ci à Sens, dans l'Yonne, donc un petit peu plus au sud de Paris et de la Seine-et-Marne, où on retrouve donc Grégoire Drouot. Ça veut dire quoi concrètement dans votre village de Saint-Martin-en-Bière ? Les gens ont été évacués. Comment a-t-il fallu réagir depuis hier et le départ du feu ? Alors depuis hier, c'est très tendu. Donc ma commune n'est pas directement touchée par l'incendie, mais nous sommes
sinistrés. Donc l'alerte était donnée vers 15h hier. Le feu a très rapidement pris étant donné les conditions météorologiques avec une extrême chaleur et une canicule de ces derniers jours. Malheureusement, comme vous le savez, c'est 1000 hectares qui sont partis en fumée depuis hier, à savoir qu'un feu habituel dans la région c'est 3 hectares. Donc vous imaginez l'écart entre 1000 hectares brûlés et 3 hectares. Ouais. C'est près de 5% de la forêt de Fontainebleau qui est désormais partie en fumée, donc c'est énorme. Et nous, concrètement, dans notre commune, on a apporté main forte à la commune sinistrée de Darbonne-la-Forêt hier. Donc on était plusieurs élus avec notamment Madame le maire pour porter assistance aux habitants qui étaient réunis à la salle des fêtes pour écouter les consignes des autorités, des pompiers. Et donc on sentait beaucoup de panique et de peur, donc on était là pour assurer. Alors bon, nous avons parmi nos vraies voix ce soir Abdoulaye Kanté en tant que policier. Abdoulaye, quand l'incendie qui a parcouru 800 hectares est qualifié par le ministre de l'Intérieur lui-même, Laurent Nunez, comme possiblement d'origine volontaire, il s'appuie sur une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer donc cette origine volontaire. Il va y avoir forcément une enquête, mais c'est la tendance aussi, hein, Abdoulaye. Tout d'abord, déjà, je voudrais saluer l'action de Monsieur le maire et aussi de tous ces élus qui œuvrent justement pour essayer de protéger notamment les populations face à ces incendies, et aussi rendre hommage à nos camarades de pompiers qui, sur l'ensemble du territoire, luttent de manière vraiment efficace et aussi parfois difficile avec les moyens qui leur sont alloués contre ces incendies qui, quand on regarde bien, ont presque un mois d'avance, donc vu des conditions météorologiques auxquelles nous assistons. Et trop souvent d'origine criminelle. Alors très ou trop souvent d'origine criminelle, sans compter aussi des fois des personnes qui allument des barbecues ou qui jettent des mégots comme ça tout par hasard, qui peuvent créer vraiment des choses assez graves. Et l'enquête déterminera sur le fait que effectivement on va essayer de savoir d'où viennent ces points de départ au niveau des incendies, donc essayer d'identifier. Et on sait que on a chez les enquêteurs notamment des personnes qui sont ciblées, qui sont aussi coutumiers de ce genre de fait, donc essayer de savoir si ces personnes sont pas... Il y a déjà un fichier qui existe. Exactement, donc pour pouvoir essayer de resserrer, de voir un système de l'entonnoir, voir au plus large et affiner pour voir si ces personnes ne sont pas détectées à proximité de ces lieux-là. Alors monsieur le maire adjoint de Saint-Martin-en-Bière, Grégoire Drouot, est-ce que la population qui évidemment parle beaucoup avec vous déjà fait part de son indignation et voire même de sa colère, parce que dites-nous. Tout à fait. C'est vraiment un ressenti qui est de plus en plus grandissant, d'autant plus que je vous informe, à l'instant, nous venons d'apprendre un nouveau départ de feu à côté des Gorges de Franchard. Donc c'est un nouveau départ de feu qui n'a pas pris sur les communes d'Achères-la-Forêt et le Vaudois, mais vers la forêt de Fontainebleau et donc la commune de Fontainebleau directement. Donc le golfe est en train d'être évacué, le Grand Parquet également. Donc ça c'est bien sûr une nouvelle source d'inquiétude. On a beaucoup d'administrés qui trouvent nécessaire de châtier, c'est les mots que j'ai pu entendre, les auteurs s'il est avéré que le feu est criminel. Vraisemblablement des informations qu'on a, en effet, ça serait possiblement la voie privilégiée. Donc à suivre les éléments, mais c'est vrai que l'inquiétude et l'indignation sont présents sur le territoire. Concrètement, comment vous avez organisé les choses? Parce que je sais, et Abdoulaye Kanté le rappelait, vous et vos équipes, vous vous êtes organisés. Concrètement, un exemple, comment vous fonctionnez? Alors on fonctionne très bêtement, mais beaucoup par SMS. Donc on s'envoie beaucoup d'informations entre élus, notamment s'il y a des besoins d'appel aux dons alimentaires. On a pu relayer des informations à ce titre. On essaye d'avoir un remontée d'informations, notamment sur les chevaux. C'est peut-être anecdotique, mais un cheval doit être secouru parce qu'il ne veut pas s'enfuir tout seul. Donc il faut faire venir des camions et des vents pour pouvoir évacuer les chevaux des centres équestres menacés par les flammes. Donc c'est toute une organisation, une logistique qui est bien sûr chapeautée par la gendarmerie et les services de préfecture et de pompiers. Donc on est tous mobilisés et c'est vrai que les habitants essayent de donner le maximum d'eux-mêmes pour nous faciliter la tâche. Et conditions assez irrespirables, on imagine, parce que le feu veut dire des évaporations et forcément difficulté pour respirer, j'imagine.
Alors sur les communes touchées majoritairement par le feu, oui. On a des communes qui sont sous le brouillard. Nous, la nôtre a la chance de ne pas l'être pour l'instant, mais avec le nouveau départ de feu dont je vous parlais, ça risque d'arriver. Donc là, c'est vraiment des moyens inédits qui vont être déployés, des Canadair, des hélicoptères qu'on entend de passer toutes les minutes quasiment. Donc c'est vraiment très impressionnant. Oui, parce que vous nous le confirmez, Rémi André vient de nous le dire dans son point météo, il y a beaucoup de vent, hein. Oui, qui a augmenté, qui change de sens. Donc ça va pas faciliter le travail des pompiers et malheureusement les conditions météorologiques sont pas du tout favorables. Donc on espère soit de la pluie, soit que le vent puisse cesser et tomber. D'où la nécessité de rappeler à la vigilance, à la prudence et surtout au civisme. Merci mille fois Grégoire Drouot, maire adjoint de Saint-Martin-en-Bière. Bon courage, vous disent l'ensemble des vraies voix et bien sûr les auditeurs de Sud Radio. Nous vous rappellerons pour faire des points. Dans un instant, justement, de cette mobilisation, de ce civisme nécessaire, nous emmène à cette question et cette rave party qui s'est tenue malgré tout dans le Morbihan ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dit « Je n'interviens pas, c'est trop dangereux ». Qu'en pensez-vous? Incendie, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a-t-il eu raison de laisser se dérouler la rave party dans le Morbihan? Nous en parlons dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Une rave party illégale a rassemblé 2000 personnes ce week-end dans le Morbihan en pleine canicule et malgré de forts risques d'incendie. Ce département était pourtant placé en vigilance rouge canicule. La préfecture a condamné l'irresponsabilité des organisateurs sans pour autant évacuer les participants. Nous vous posons la question. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a-t-il eu raison de laisser se dérouler la rave party dans le Morbihan? Pour en débattre, Abdoulaye Kanté, Pascal Giral, Annabelle Carrette-Nouri et le ministre lui-même. Écoutez comment il a expliqué sa non-intervention. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, comme tous les préfets de la République, il est aussi garant de l'ordre public. Ces personnes, s'il y a une intervention, ce sera des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. C'est toujours comme ça dans les rave parties quand nous intervenons. Il y a des tirs de mortier. Dans le Morbihan, d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'au mois de mai, au mois de juin, il y a eu des rave parties qui ont systématiquement été évacuées. Au cas d'espèce, on créerait un trouble plus grand que celui qu'on veut contenir, puisque les tirs de mortier pourraient déclencher des incendies. Je tiens à dire que dans le cadre d'une manifestation des soulèvements de la terre qui s'est tenue hier dans le département du Nord, on a eu un cortège qui s'est été constitué, une partie de Black Bloc a pris à partie les forces de sécurité intérieure à utiliser des mortiers, un incendie s'est déclaré, et ce sont près de 5 hectares qui sont partis en fumée. Donc il y a un risque qui est trop important. Cela étant, il y aura verbalisation systématique, c'est du contraventionnel, hein, et il y aura saisie du matériel. Alors, et grâce au texte riposte, ce sera délictuel, ce sera un délit. Voilà donc l'explication du ministre de l'Intérieur. Alors cela étant, donc les accès ont été condamnés et au bout du compte, on va dire les amendes ont été distribuées. Annabelle Carrette-Nouri, quand on écoute Laurent Nunez, on se dit que c'est un bon argument? Bah écoutez, pour moi, en premier lieu déjà, sachant qu'on est en plein été, c'est pas nouveau qu'il y ait des canicules, c'est pas nouveau qu'on soit dans une telle situation. Donc, pour moi, qu'on puisse accepter qu'il y ait une rave party comme ça en plein été, pour moi déjà c'est assez irresponsable. Sauf qu'elle était illégale, donc oui, elle était ils illégale. L'ont pas acceptée, mais ça veut dire qu'elle s'est quand même organisée. C'est encore une fois un laxisme à mon avis des lois qui ne sont pas respectées de manière générale dans le pays. De toute façon, il y a un point aussi qui m'étonne énormément, puisque dans le cadre des fêtes légales, les boîtes de nuit, etc., dès qu'il y a un petit écart de normes, de loi, de quoi que ce soit, la sanction tombe immédiatement. Et il y a une espèce de liberté au niveau des fêtes illégales qui est à mes yeux assez terrible. Là, en plus, on arrive à plus de 2000 teufeurs, comme on dit, ça devient des groupes difficiles à contrôler. Là, on se retrouve dans une impasse puisqu'on peut même pas effectuer des tirs de mortier, on peut même pas, et à cause de la canicule, à cause des potentiels départs d'incendie. Donc c'est vrai qu'on se retrouve face à une situation quand même catastrophique. Je pense qu'il aurait pu être évité avec un peu moins de laxisme et un peu de prévention au lieu de réparation. Voilà, des vous événements. dites que c'est le résultat d'une accumulation du laxisme. Alors justement, réaction au 0826 300 300. Arnaud qui est dans le Morbihan. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir Frédéric. Vous êtes où dans le Morbihan précisément ? Moi je suis à 15 km de la forêt de la Nouée, qui est une forêt absolument magnifique.
et ça me désole de voir qu'on autorise de telles fêtes, parce qu'en fait, c'est surtout les participants qui risquent d'incendier la forêt. On voit ce qui se passe en forêt de Fontainebleau. Donc, c'est très préoccupant que Monsieur le ministre de l'Intérieur ne décide pas l'interdiction formelle de faire ce genre de fête en plein cœur d'une forêt quadricentenaire. Comment vous l'avez vécu avec les autres habitants du Morbihan? J'imagine que vous en avez parlé. C'est quoi? Il y a un sentiment de fatalisme ou de haine? Oui, c'est du fatalisme, parce qu'on sait très bien que c'est toujours dans le même sens, qu'on envoie les blindés contre les agriculteurs pour interdire telle ou telle manifestation, ou de gilets jaunes, ou ce que je sais. En revanche, là, on autorise ces toughers. Ça n'a pas été autorisé, évidemment. Ça n'a pas du tout été autorisé. Vont se permettre. Les agriculteurs. Alors, vous avez entendu, vous avez parlé. Non, excusez-moi, pardon. Abdoulaye, chacun son tour. Monsieur le policier, je vais vous mettre une contravention. Attention. Mais vous avez entendu, Arnaud, comment, au moment où vous avez dit, on fait intervenir les forces de l'ordre contre les agriculteurs, il a tiqué. Mais il va parler dans un instant, Abdoulaye Kanté. Mais continuez, Arnaud. Vous, ce que vous dites, finalement, c'est un petit peu ce que disait Annabelle Carrette-Nourry. Il y a deux poids, deux mesures, et dans certains cas, on a l'habitude de ne rien faire. C'est ça? Oui, carrément. Alors, je peux répondre, en fait, très sincèrement, donc il faut pas faire une comparaison avec les agriculteurs où effectivement, on sait qu'ils sont dans la difficulté et que vous dites qu'on n'est pas intervenu ou bien on les a empêchés, c'était juste pour aller vers la préfecture, mais bon, on les a laissés manifester. Par contre, quand on parle des toughers, comme vous dites, c'est que là, dans la situation, on est dans une situation exceptionnelle. Je sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, on a des incendies qui sont créés de manière criminelle par des individus et surtout dans des endroits où on n'a pas l'habitude de les voir. C'est ce qu'il dit Arnaud, pour la forêt dans le Morbihan. Mais concernant la forêt, alors le ministre de l'Intérieur l'a très bien expliqué. Il y a eu une manifestation avec les soulèvements de la terre où il y a une intervention des forces de l'ordre et directement ils ont fait usage de mortiers et ça a brûlé plus de 5 hectares. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, très bien, on sait que si on intervient, vous êtes dans une très belle forêt. Je pense que pour éviter, pour le moment, que ça devienne justement un brasier, donc on va laisser, je le dis très sincèrement, donc il a préféré faire preuve de pédagogie, on laisse, mais par contre à la sortie, ils sont tous verbalisés et saisis immédiate du matériel. Ça va vraiment être efficace. Ça va être efficace parce qu'il y a une loi aussi qui est posée, qui est mise au Parlement avec la loi Riposte, qui systématiquement tout ce qui est rassemblement illégal, notamment tout ce qui est par exemple les rave parties, sera systématiquement considéré comme un délit. Mais il faut quand même 2000 participants là. Ça fait beaucoup. Il faut savoir aussi que ces rassemblements se font de manière vraiment inopinée. Quand ils arrivent comme ça d'un coup. Et c'est vrai que des fois, dans des lieux qui sont difficilement accessibles, c'est fait exprès. Je sais pas, monsieur, je passe sous votre contrôle, c'est que cette belle forêt, j'imagine que pour y accéder, on peut pas venir avec des véhicules de police, etc. de manière facile. On est d'accord? Non, c'est une forêt qui est très bien quadrillée au point de vue réseau routier. Donc il est très facile de bloquer des accès et d'interdire à ces gens-là de venir polluer ce site. Et on sait très bien que les toughers, quand ils arrivent et tout, oui, mais les toughers, justement, comme ceux qui font les rêveurs, voilà, les rêveurs, oui, on les appelle comme ça, mais tout le monde comprend comme ça. C'est-à-dire qu'ils communiquent aussi sur les réseaux sociaux. Et le renseignement français est quand même de très très haut niveau. Pascal Giral, je veux vous écouter dessus. Moi, j'essaye de prendre un peu de recul et comme souvent. Et de regarder quelle est la cohérence de la décision. Donc j'ai bien compris que le ministre avait laissé se dérouler cette rave party parce que en amont il n'avait pas pu l'empêcher. J'espère qu'en amont il avait été décidé de l'interdire et que bon, évidemment, si on peut pas maîtriser l'arrivée de tous ces gens-là, ça paraît difficile. Mais les gens qui écoutent la radio ont du mal à comprendre comment l'État ne peut pas empêcher une rave party. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, c'est incompréhensible. C'est comme ça. Il y a une situation exceptionnelle. Annabelle Carrette-Nourry. Non, mais moi je trouve ça complètement. On nage en plein délire, clairement. Non, mais je veux dire, c'est 2000 personnes. Mais ça veut dire de la violence. C'est-à-dire, on se dit, et la réflexion, elle est là. Et Abdoulaye, vous êtes force de l'ordre et réagissez tous. C'est-à-dire que clairement, on peut effectivement empêcher ces 2000
000 jeunes de se réunir, on se met devant et on résiste et ça devient un combat. Mais ça, je plus sois dans ce sens. Mais le problème, c'est que il faut encore faire preuve à la fois de pédagogie, où on sait que derrière, si vous intervenez et qu'on est dans un endroit où boisé, et on sait que on est dans une situation de canicule vraiment exceptionnelle, et que derrière vous intervenez, on sait qu'ils sont armés de mortiers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut intervenir, ça c'est pas un souci. Mais le problème, c'est que derrière, les conséquences qu'il peut avoir, c'est que vous allez avoir un incendie qui va embraser une grande partie de la forêt. Donc là, si vous voulez, force d'en rester à la loi, ça c'est sûr et certain. Mais derrière, Annabelle, moi, je pense que faut faire preuve. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se focaliser sur la cause, qui est clairement de mettre en place des systèmes de prévention au lieu de mettre en place à chaque fois d'essayer de réparer les conséquences des actes. C'est vraiment un problème de premier lieu, c'est-à-dire d'empêcher clairement de structurer quelque chose à un moment donné. Il faut se focaliser là-dessus et peut-être que là, à ce moment-là, on est dans une impasse, on peut plus rien faire et il vaut mieux rester, attendre peut-être la fin de la canicule il faut attendre que ça se dissipe. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus de fond, quoi, qui est vraiment Pascal Giral, alors moi je vais suggérer... Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne fait pas acte de faiblesse pour vous? Il a appliqué un principe de précaution. Je comprends qu'il veuille pas mettre le feu aux poudres sans mauvais jeu de mots. Mais bon, ça reste pas très cohérent avec toutes les autres activités qui sont interdites. Les matchs, les activités sportives, les matchs, les activités d'association, le bal des pompiers, les feux d'artifice, tout ça, on devrait être dans une certaine cohérence. Alors moi, j'ai une suggestion à faire. Plutôt que de confisquer le matériel après la rave party, on confisque le matériel avant la rave party. Voilà. Et ça permet à la rave party de ne pas pouvoir se dérouler. Et même si ça paraît un peu directif, dans les cas exceptionnels et en cas de canicule, je pense que tout le monde comprendra cet aspect un peu directif. Aussi. Donc c'est vraiment... Alors pour le coup, c'est un débat très intense avec vos différents points de vue. Et justement, Quentin Saunier, vous êtes allé sur les réseaux sociaux de Sud Radio. La question, rappelons-le, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a-t-il eu raison de laisser se dérouler la rave party dans le Morbihan? Que disent les auditeurs de Sud Radio? Écoutez, ça se passe principalement sur notre chaîne YouTube et ce sondage, 79% des gens pensent que le ministre de l'Intérieur n'a pas eu raison de laisser se dérouler cette rave party. Beaucoup de commentaires également, beaucoup sont critiques envers le ministre de l'Intérieur, mais les avis sont variés. On a Christophe qui nous dit les rave parties sont des attroupements illégaux qui squattent des terrains et violent la propriété privée. Elles doivent être strictement interdites. Et on a Olivier qui nous dit plus généralement ce gouvernement est totalement débordé sur un grand nombre de plans. Voilà, vous êtes tous autour de la table, vous êtes devant votre poste de radio, téléphone, sur les réseaux sociaux, vous vous êtes exprimés. Ainsi va le débat. Dans un instant, nous débattrons justement avec nos vraies voix. Tiens, on parlera de l'équipe de France de football, là aussi victime de propos racistes venus de l'étranger. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel. Allez les Bleus, ça s'approche, vous vous rendez compte, 14 juillet, demi-finale de Coupe du Monde, France-Espagne, la totale. D'ailleurs, ce soir, à 20h, sur Sud Radio, en avant-match, les tontons du mondial, tous autour de Joseph Ruiz. Ça va débattre, ça va se préparer juste avant le coup d'envoi. Ce soir, donc, il n'y a pas de match, mais demain soir, ça sera pareil, mais il y aura un match. Donc, on se prépare avec eux chaque soir, de 20h jusqu'à 21h. Et puis nous, avec nos trois vraies voix, il est question justement dans leur tour de table de cette équipe de France de foot. Les vraies voix Sud Radio. Abdoulaye Kanté est avec nous, Annabelle Carrette-Nourry, Pascal Giral, vous avez chacun choisi un sujet. Pascal Giral, vous voulez justement revenir sur ces propos racistes tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France de football, des propos qui viennent de l'étranger. Oui, alors moi je n'ai aucune réaction footballistique sur le sujet puisque je ne connais rien en foot. Vous ne savez pas faire un contrôle? Non, voilà. Enfin, j'aime bien regarder les matchs de foot pendant la Coupe du Monde parce que je trouve ça spectaculaire, mais j'y connais pas grand-chose. Par contre, ce qui me surprend,
c'est les propos racistes de certaines personnes post-match de foot. Alors on parle de la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Mariano Rajoy, l'ancien Premier ministre espagnol, et il y en a même un autre, hein, parce qu'en fouillant un peu, il y a même un acteur indien qui a envoyé un tweet rageur, il s'appelle Amitabh Bachchan, et tous ces gens-là se défoulent sur Mbappé et sur l'équipe de France. Alors je rappelle quand même, d'abord ça les regarde pas, premièrement ça les regarde pas, on fait les équipes comme on veut, ça paraît logique d'avoir des Français dans l'équipe de France, mais je rappelle quand même que sur les 26 joueurs sélectionnés, il y en a 23 qui sont nés sur le territoire français, et ceux qui sont pas nés sur le territoire français sont quand même français. Donc tout le monde est français, quelle que soit la couleur, la hauteur, la grosseur, l'envergure, etc. Tout le monde est français, donc tout le monde a sa légitimité pour jouer dans l'équipe de France, et je vois pas pourquoi des étrangers, parce qu'on peut aussi avoir le côté cocardier. Je vois pas pourquoi des étrangers viendraient se la ramener sur le sujet. Voilà, moi ça m'énerve et je voulais en parler parce que, outre le fait d'être estomaqué par la virulence des propos de cette sénatrice, je vois pas ce que ça vient faire, ce que des politiques ou des acteurs viennent juger un match de foot ou des gens qui jouent au foot. Alors, messieurs, vous savez qu'on a autour de la table donc Annabelle Carrette-Nourry, qui est une ancienne nageuse de haut niveau, hein, compétition. Oui. Et alors, en plus, on est complètement en dehors de l'esprit du sport, parce que les gens du sport ne fonctionnent pas comme ça. Ce sont des politiques extérieures, là. Hein. Exactement. Alors, il y a déjà une chose qui m'insupporte, c'est qu'on est en train de politiser le sport. Le sport, c'est comme encore des activités comme la littérature, le cinéma, où on est encore là. Ça n'a rien à voir avec c'est un lieu d'expression, on partage des émotions fortes, on est là, et de politiser le sport comme ça m'insupporte. Alors, peut-être qu'il y a une stratégie d'intimidation, hein, pour essayer d'intimider l'équipe de France, peut-être, hein. Mais bon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire, à part le fait que pour moi, ça n'a absolument pas lieu d'être, et en plus des personnalités politiques. C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui sont en train d'envoyer des tweets, ce sont vraiment des personnalités politiques, et ça n'a pas lieu d'être. Et alors, 99 joueurs de cette Coupe du Monde au départ, les joueurs qui étaient disséminés, donc c'est 23 joueurs par équipe, hein, donc on a bien compris que c'est pas qu'en équipe de France, sont nés sur le territoire français. Et certains ont donc la double nationalité. Ça ne vous a pas échappé, l'équipe de Norvège qui a brillé contre l'Angleterre, avec des joueurs d'origine éloignée africaine, et je pense, alors Abdoulaye Kanté, je vous prends un témoin, mais je pense que ce qui gêne ces gens-là, c'est plus une question de couleur de peau, finalement c'est du pur racisme. Cher Frédéric, en fait, quand on a préparé cette émission, donc c'est vrai que c'était un sujet que je voulais évoquer, et moi je pense que ça montre l'état de notre société, certains je parle, hein, parce que la grande majorité notamment vraiment est fière de notre équipe de France, parce que elle représente cette diversité, elle représente cette France que l'on est, cette France que l'on aime, cette France qui gagne, parce que quand on met le maillot de l'équipe de France, c'est la France, on est fiers de porter ce maillot. Et quand je vois certains qui, à ce moment-là, se disent tiens, oui, mais bon, c'est l'équipe de la France, c'est l'équipe d'Africains. Moi, je me dis, mais en fait, dans ce cas-là, ça leur remet en fait à ces personnes, en gros, il faut un certificat de francité. Il faut un certificat pour prouver qu'on est français. Il faut un certificat pour dire qu'on est fier de porter ce maillot. Je vais prendre les propos de l'ancien Premier ministre espagnol qui disait que, écoute, Mariano Rajoy. Voilà, c'est ça, qui expliquait que oui, c'est une équipe, pas une équipe de France, c'est une équipe d'Africains. Dans sa propre équipe d'Espagne, il faut voir Lamine Yamal, qui est espagnol, mais d'origine marocaine. Nico Williams, espagnol, mais d'origine ghanéenne. Okay. Et c'est comme ça dans toutes les nations, donc puisque le monde évolue. Et là où c'est important, c'est de montrer l'attachement à la nation. Et rappelons tous que cette équipe de 23 joueurs est magnifique, avec un sélectionneur, Didier Deschamps. Ils défendent, ils chantent la Marseillaise, ils sont à fond. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de voir que quand on a cette belle équipe qui fait un très beau mondial, qui rassemble, parce qu'on sait que notre société est de plus en plus fracturée, parce qu'on nous renvoie à nos origines, etc. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette équipe de France, c'est qu'elle a cet effet, j'appelle ça rassembleur, et que certains essaient de diviser, de nous fracturer, mais encore heureux, merci à cette équipe de France qui, moi je le dis, va battre cette équipe d'Espagne, et on ira jusqu'au bout, et c'est ça qui va, et on va avoir la 3e étoile. Et pour terminer très rapidement, parce que c'est un sujet qui est très important, plus que jamais il faut qu'on soit unis, plus que jamais il faut pas qu'on tombe dans ces diatribes, parce que certains vont en profiter. Moi je le vis aussi sur les réseaux sociaux, parce que on essaie de nous diviser, et encore plus que
que jamais ne pas tomber dedans. Rappelez-nous le titre de votre livre. Policiers, enfants de la République, et nous sommes tous des enfants de la République parce que nous sommes fiers d'appartenir à ce pays. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, à vous, Annabelle Carrette-Nourry. Je rappelle, vous êtes fondatrice de l'association Urvalues Éducation. Vous nous avez parlé des principes éducatifs et vous souhaitiez revenir sur la tragédie, la mort du jeune Louis. Tout à fait, oui. Alors tout d'abord, je souhaite adresser toutes mes condoléances à sa famille. C'est vraiment c'est un drame absolu. Enfin, moi, j'ai pleuré beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Et je crois que, enfin, de voir un jeune, pardon, je suis encore émue là, ouais, de voir un jeune qui est en train de mourir et donc qui est filmé, que les tueurs ne se cachent même plus. Qu'ils en jouissent, qu'ils rient de cela, c'est un problème de fond de la société. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune morale. On est vraiment, littéralement, en enfer. Enfin, je veux dire, c'est littéralement... C'était des jeunes qui étaient placés, c'est voilà. Ça. Ouais. Oui, donc je rappelle le contexte. Louis a été retrouvé le samedi matin sur un chantier mort, en tout cas inanimé. Et puis il est décédé suite à ses blessures. Et donc, ce sont des jeunes qui ont fait un guet-apens, l'ont amené dans un guet-apens et l'ont tabassé à mort en se filmant, en riant. Il était en train d'agoniser dans son sang, ils l'ont filmé. Par la suite, ces jeunes-là se sont filmés dans le RER, donc avec les mêmes vêtements, avec les mêmes... Donc on a pu les reconnaître, ils ne se sont pas cachés, ils les ont publiés sur Snapchat, il me semble. C'est un drame absolu. Aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille. Avec mon livre, La libération par la loi naturelle, j'étudie la société, je me dis, mais comment se fait-il que l'on soit arrivé à un tel point dans la société? Et c'est pas le seul jeune, à l'international aussi. Il y a eu d'autres cas en France. Et donc, je propose, il me semble qu'il faut réinstaurer une morale. Il faut réinstaurer, que ce soit à travers le sport, à travers des cours à l'école. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon bouquin. Voilà. Vaste projet. Bon, c'était votre premier tour de table puisque c'était votre première des vraies voix. Bon, c'est témoignage fort, c'est noté. Pas de réaction évidemment parce qu'on est tous plus ou moins convaincus de la même chose. Abdoulaye Kanté, vous revenez alors sur cette loi dont on n'a pas eu l'occasion beaucoup de parler parce que il y a eu une actualité très chargée, Marine Le Pen, etc., sur la notion de légitime défense pour les policiers. C'est une loi qui a été votée lundi dernier qui a été débattue lundi dernier à l'Assemblée nationale. Le texte exact, le titre du texte exact est la, on va dire, présomption de l'usage des armes pour les forces de l'ordre. Ce texte, en fait, il faut être très précis. Quand je vois certains qui disent que c'est un permis de tuer XXL, effectivement, c'est mensonger. Dans l'idée, je vais vous le dire très simplement. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous avons la légitime, on va dire, l'usage de la légitime violence, on va dire, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que la présomption d'usage des armes, en fait, ne changera pas. C'est que, en gros, ce sera possible pour, si un policier fait usage de son arme, de renverser, si c'était de manière illégale, de pouvoir essayer de chercher s'il l'a utilisé de manière illégale. C'est simple, en fait, en gros, un policier, quand il fait face à une action, on va dire, dangereuse, il doit faire usage de son arme de manière proportionnée s'il y avait une ultime nécessité pour le faire. Donc, on partirait du principe que le policier, on va dire, avait possibilité de le faire. Par contre, le magistrat pourra déclencher une enquête automatique, parce que certains disent que c'est faux, pourra déclencher une enquête automatique pour pouvoir voir si réellement le policier était dans le cadre de l'usage de l'arme. Concrètement, on a parlé précédemment, là, dans notre débat, de la rave party. Imaginons que la police soit intervenue et que, face à la police, une personne armée d'un mortier, d'ailleurs tout le monde dit que tout le monde a des mortiers, ça c'est quand même incroyable, mais cette personne avec le mortier menace le policier. À partir de ce moment-là... Non, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une proportionnalité, en fait. Donc, on se prend un coup de mortier, c'est mortel. Oui, ça peut blesser gravement, mais donc après... le policier doit se défendre. C'est pour ça qu'il va... Alors, je vais prendre un exemple. Au bout d'un moment, il va falloir appeler un chat. Sinon, quand il y a des manifestations, il y a quelqu'un qui brûle une maison et on peut pas le bouger. Entre la manifestation, le maintien de l'ordre et, par exemple, un refus obtempéré. Un refus obtempéré, c'est quoi? C'est un véhicule. Un véhicule est une arme par destination. Okay. Donc, quand vous avez un véhicule qui fonce sur vous, vous avez que quelques secondes pour réagir. Si vous lui demandez obtempérer, il veut pas, il fonce sur vous. Vous pouvez faire usage de votre arme. On part du principe que, vous avez votre arme, vous avez la présomption, ce qu'on appelle la présomption simple. Celle-ci pourrait être renversée si, par exemple, le véhicule y passe et que derrière vous tirez dans le dos. Là,
On n'est pas du tout dans le cadre de cette légitime défense. Et du coup, ce sera à la justice de pouvoir demander des comptes à la police. Mais ça ne changera rien. Au contraire, ça va nous protéger juridiquement. Parce que quelqu'un qui est dangereux, qui agresse, le fait que le policier lui tire une balle, alors attention, précisément, dans, par exemple, la jambe, ce qui n'est pas mortel, et ce qui peut empêcher cette personne dangereuse pour la population, pour je ne sais quoi, on l'a dit, mettre le feu à une forêt entière et tout ça, je pense c'est comme l'attaque au couteau. Quand vous voyez un individu qui vient comme ça tout de suite et qui va pour planter quelqu'un, on est totalement dans le cas. Quand je vois les bien-pensants disent peut-être vous avez pu tirer, je sais pas, dans les jambes. Le but c'est de neutraliser. Aujourd'hui, le policier, il peut pas. D'où cette loi. Non, le policier, il peut, mais par contre, on va vérifier s'il était réellement dans les clous. Si réellement, il y avait une nécessité proportionnelle et immédiate de pouvoir agir et de mettre fin. Mais il n'est pas forcément mis en garde à vue, comme c'est le cas à chaque fois. C'est ce que dit cette loi. On partira du principe que la présomption simple, en fait, c'est que là, on dira que si dans le cas, et en plus, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de moyens pour démonter cette situation. Donc, il faut qu'on arrête cette espèce de malhonnêteté de faire croire que c'est un permis de tuer ici seul. C'est faux. C'est juste que simplement, ça va nous protéger juridiquement parce que vous savez, l'arme, c'est notre outil de travail et on ne fait pas forcément usage systématiquement de notre arme. C'est que juste simplement quand on fera usage de notre arme, on partira du principe que le policier n'avait pas le choix, sauf si réellement on met des doutes, mais une enquête va se déclencher automatiquement. Bon, plusieurs lois, on voit bien avec ce que vous venez de dire, notamment ce qu'a dit Annabelle Carrette-Nourry précédemment, où ces jeunes se sont filmés aussi les réseaux sociaux, justement. Il y a aussi au niveau européen, de l'Union européenne, là, une nouvelle loi. On va d'ailleurs solliciter notre auditeur fil rouge qui va faire son entrée, si vous étiez ministre du numérique, parce que justement, là aussi, derrière tout cela, l'utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Les vraies voix de l'été, c'est passionnant, ça nous concerne, ça vous concerne. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Frédéric Brandel. Il arrive, il est là, l'auditeur au 0826 300 300, l'auditeur fil rouge du jour du 13 juillet, direction l'Hérault, Autignac. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir, on est là, on est le 13, ça vous porte bonheur? Le 13 on verra. Le 13 c'est 3. Oui, alors moi bon. 13 et 3. Bon, alors le 13, moi, j'ai gagné ma première course de vélo avec le Dossard 13, vous voyez, donc moi je suis à fond dedans. D'accord. Voilà. Bien, alors vous avez un triple test. 1, vous allez être ministre. 2, vous allez défier les 3 vraies voix dans le jeu de l'été. Et 3, vous serez avec nous pour débattre tout à l'heure le grand débat. Un second tour Mélenchon-Le Pen est-il inévitable? Commencez à nous donner votre opinion sur la chaîne YouTube de Sud Radio et on en parlera. Mais pour l'instant, vous allez vous retrouver ministre, Cédric. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh là là, cette scène, bien sûr. La folie des grandeurs. Oui, elle est super. Ministre de quoi, en fait? Alors, justement, on a testé Cédric. Alors, on prépare ça, évidemment, avant, pour que Cédric nous fasse ses 3 propositions. Il va nous les faire. Et je reviens sur ce que disait Annabelle Carrette-Nourry tout à l'heure, sur l'utilisation par les jeunes des réseaux sociaux. Bon, vous avez vu aussi que ce matin, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur de Russie parce qu'il y a une cyberattaque. Donc aujourd'hui, le numérique, c'est au centre de la problématique. Alors, cher Cédric, vous êtes ministre du numérique. Quelles sont vos 3 propositions? Nous vous écoutons. Alors, les 3 propositions, et je détaillerai après. Renforcer l'obligation d'identification, terminer l'anonymat. Responsabilité accrue et vraiment accrue des hébergeurs. Et une création, et une vraie création de véritable police qui existe, mais qui est sous-dimensionnée. Il y a quasi rien, je crois qu'ils sont 27 ou 28 sur la France, c'est infime. Donc voilà. C'est top. Alors très court, Abdoulaye. Je sais, très intéressant vos propositions, juste que simplement concernant la création d'une police, on va dire cybercrime, etc. Donc il y a la plateforme Pharos qui est composée d'une centaine d'enquêteurs. C'est sous-dimensionné, et là je suis totalement d'accord avec vous. Il faut augmenter le nombre d'enquêteurs. C'est la police ou c'est la gendarmerie? Police, gendarmerie. Voilà. Donc ça, c'est ce 3e point, on l'a évoqué. Les 2 autres, vous vouliez revenir un petit peu sur le premier point.
Voilà, sur le premier point, c'est la fin de l'anonymat total sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anonymat. C'est-à-dire que tout ce qui sera harcèlement et tout ça, il c'est de véritables noms avec une carte d'identité vérifiée, comme ça se fait notamment sur les sites. J'ai appris ça il y a longtemps, que ça se faisait sur les sites de paris en ligne et tout ça. Donc c'est vérifié et comme ça on peut pas tricher. Ça se fait en Corée, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans d'autres pays dans le monde et ça peut fonctionner. Et puis la responsabilité complètement accrue des hébergeurs, c'est-à-dire des amendes beaucoup plus élevées et s'ils ne retirent pas les contenus illégaux, parce que effectivement on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il y a un surcoût du harcèlement en masse et il y a personne qui fait rien. Et on va dire tiens, on va enlever ceci, on va enlever cela, mais c'est jamais enlevé, ou quand c'est enlevé, il y a des semaines et puis voilà. Et la dernière chose que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on arrête le système des algorithmes. Ça, il faut vraiment l'interdire. C'est horrible. Les algorithmes de recommandation, c'est un truc qu'il faut supprimer complètement. Oui, parce que ça entraîne des publicités sauvages, etc. Bon, alors moi, je vais vous faire un aveu, Cédric. Je suis vraisemblablement le prochain Premier ministre et je vous nommerai ministre du numérique parce que vos propositions sont très bonnes. Alors, mais avant, il va falloir jouer et là, c'est le jeu de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Cédric, avec nous ce soir, donc nos 3 vraies voix. Abdoulaye Kanté, policier et conseiller de Paris. Si vous jouez avec lui, il ne s'engage pas quand même à vous faire sauter les amendes. Mais après, pour le reste, il a du talent. Ça a été privatisé à Paris. Voilà. Annabelle Carrette-Nourry, fondatrice de l'association Urvalues Éducation, et Pascal Giral, chef d'entreprise. Moi, je vous fais sauter les amendes si vous me donnez les tuyaux. Pour le prochain jeu. Alors... voilà ce qu'on va faire sur le jeu. Écoutez bien, Cédric. Le jeu référence, comme on le fait depuis une semaine, à la Coupe du Monde de football. Et le tout en musique. Alors, je vais vous faire écouter 9 extraits. L'équipe qui marque les 5 points a gagné. Vous allez choisir avec vous, donc une des 3 vraies voix. Vous ferez équipe. Il faudra trouver quelle nation ayant gagné la Coupe du Monde ou participé à une finale de Coupe du Monde dans l'histoire est représenté dans cette chanson. Avec qui décidez-vous de jouer, Cédric? Annabelle, Abdoulaye ou Pascal? Je vais prendre l'entrepreneur. Ça me fait plaisir. Ah, c'est moi ça. Vous n'êtes pas gâté, hein, parce que je suis pas formidable en foot. Oui, mais vous avez. Alors, je vais vous dire la vérité. Je suis pro rugby. Le foot, je crois que j'ai dû regarder dans la Coupe du Monde. J'ai dû regarder 2 matchs. Bon, alors sauf que vous imaginez un petit peu les pays. On va essayer de rester concentré. Vous imaginez un petit peu les pays qui se cachent derrière ces chansons, parce qu'il faut que le pays gagne soit la Coupe du Monde ou soit ait fait la finale. Attention, premier extrait. Vous répondez tous rapidement. Celui qui répond fait gagner son équipe et fera marquer un point. Attention, quel pays se cache derrière cette chanson? Brésil. Abdoulaye et Annabelle. Dites-moi, Abdoulaye et Annabelle, si on le dit vite, c'est pas facile à dire. Abdoulaye et Annabelle. C'est ça, faut pas se tromper. Bel exercice de diction. Il y aura la VAR. Bon, évidemment, Gilberto Gil, Toda Menina. Gilberto Gil qui a été ministre des sports, de la culture. C'est Pelé qui a été ministre des sports. C'était le tour de chauffe, ça. Maintenant, on est de chauffe. Attention, Cédric, écoutez bien, hurlez si vous avez la réponse. Les vraies voix, quel pays? L'Italie, j'allais le dire. Alors Cédric, vous l'aviez ça. Mattia Bazar, solo tout. Quand même. Bon, je sais que si il y a l'Italie en rugby en plus quand même. Oui, belle nation. Oui, il y a l'Italie. Oui. Belle nation. Bon, ça fait 2-0. Attention, c'est pas facile. 3e extrait. C'est l'Italie. Non. Il y a qu'un pays. L'Espagne. Non, c'est pas l'Espagne. L'Argentine. Non, Cédric, vous dites qui, vous? Moi, j'avais dit l'Espagne, mais on a dit non. Non. La Serbie. BSTB. Écoutez un peu les paroles. Écoutez les paroles. La Yougoslavie. La Pologne. Alors on n'est pas loin, mais la Pologne n'a jamais été en finale. Oui, Croatie, Annabelle. Belle réponse collégiale. Alors attention, vous vous approchez, ça fait 3-0. Là, c'est très facile, dégainer rapidement.
La France. L'Allemagne. Pourquoi vous dites la France, Cédric? Non, l'Allemagne, Abdoulaye, effectivement. Nena, 99 Zischluf Ballon. Bien sûr. Bon, Pascal, vous pouvez jouer, hein, bien sûr. Oui, mais je reste concentré. Bien sûr. Je reste concentré jusqu'à temps. Le moment où je vais me lâcher, vous allez voir, ça va faire très fort. C'est pour ça. Attention, Cédric et Pascal, vous êtes menés 4-0. Autant ça dire va, soyez pas désagréables. que c'est une balle de match. Vous ne pouvez pas perdre. Écoutez. Quand je pense La France. Ouais, allez, c'est pour Cédric. Cédric est parti aussi depuis le téléphone. Le France, Michel Sardou. Pour la France, j'avais plusieurs possibilités. Bon, regardez pas mes réponses. Il essaye de regarder mes réponses, Pascal Girard. Il reste concentré, mais avec un regard. Cet homme a des lunettes. Concentré avec un droit de regard. Attention, c'est toujours une balle de match. Quel pays se cache derrière ça? L'Angleterre. Elton John. Elton John. Victoire magnifique de la paire Abdoulaye Annabelle. Très difficile. Dans les cours, il faudrait faire ça, les cours d'édiction. Et juste parce que Cédric a été exceptionnel. Désolé, Cédric, j'ai été en dessous de tout. Oui, mais Pascal, je voulais vous le dire quand même. Oui, ça va, je sais. Pas de chance. Vous m'auriez dit le rugby, peut-être que j'aurais réussi des choses. Et Cédric, vous savez, parce que vous êtes notre auditeur, il reste 3 extraits. On vous laisse trouver ces 3 pays finalistes ou vainqueurs de la Coupe du Monde. Qui se cache derrière ça? L'Italie. Oh bah non, Cédric. On en parlait tout à l'heure en plus là. Por qué te vas? Espagne. On va les battre. Finaliste, c'est le Portugal. Non, l'Espagne. On va les battre demain. En plus, vous l'avez dit tout à l'heure, Cédric. Vous avez encore une chance. Ouais, j'avais la réponse. Vous avez encore une chance, Cédric. Écoutez bien, surtout le chanteur. Les Pays-Bas. Oui, Pays-Bas. Et vous avez même été aidé par Pascal. Parce que Dave hollandais, les pauvres hollandais, hein, finalistes mais jamais vainqueurs. Et puis ça, écoutez. Allez, Cédric, vous l'avez. Il joue aussi bien au rugby. Argentine. À vous. Ouais. Don't cry for me, Argentine. C'est Pascal. Oui, l'Argentine, bien sûr. C'est Pascal qui vous a aidé. Bien. C'est extrait de la comédie musicale Eva Perón. Elle le dit dans la chanson également, donc oui, exactement. Oui. Bien. C'est Madonna qui chantait ça. Voilà, c'est ça. On se retrouve pour le grand débat. Hein. Est-ce que un second tour Mélenchon-Le Pen est inévitable? Prononcez-vous 0826 300 300. Cédric sera là, nos auditeurs, nos vraies voix, etc. Tout de suite. 17h20, Sud Radio, 17h20, Frédéric Brandel. Les vraies voix de l'été, deuxième partie sur un air de présidentielle, de célébration du 14 juillet, de feux de forêt et de canicule, de Coupe du Monde et de Tour de France. Vaste programme. Dans un instant, nous débattons sur le duo Le Pen-Mélenchon. Pour cela, voici notre trio de vraies voix. Abdoulaye Kanté, policier et conseiller de Paris. Vous êtes prêts ? Toujours. Ouais, vous n'êtes pas rapproché du micro en revanche. Ah ben voilà, je suis prêt et voilà, j'attends vos instructions. Ouais. Vous avez vu, il y a une petite nouvelle, elle a bien débuté. Hein. Annabelle Carrette-Nourri, fondatrice de l'association Urvalues Éducation. Tout va bien, ça se passe bien. Tout va bien, toujours jusque-là. Cette émission vous va à merveille. Ah mais je vous remercie, je suis ravie d'être là. Très bien, et d'ailleurs c'est Pascal Giral aussi, chef d'entreprise, qui lui est un habitué. Ravi d'être là, oui, je fais partie des meubles. Oui. Et d'ailleurs on dit que vous n'êtes pas commode, mais bon. C'est cela, elle est bonne, bien sûr. Oui, j'essaye, sans jamais égaler évidemment notre Philippe David national qu'on salue. Bonjour Philippe. Voilà, salut Philippe. Bien, allez, c'est parti le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Les sondages sur la présidentielle confirment chaque jour un peu plus la position de favorite de Marine Le Pen. Derrière elle, Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude dans les sondages. Par le truchement des projections, les politologues évoquent un deuxième tour mettant aux prises le duo Le Pen-Mélenchon. Ce week-end, tous les politiques ont tenté de balayer cette hypothèse. Pourtant, eh bien, nous vous posons la question, #présidentielle 2027, un second tour Mélenchon-Le Pen est-il inévitable ? Avec nous, 2 auditeurs. Ben oui, parce qu'on a notre auditeur fil rouge, Cédric d'Autignac, dans l'Hérault. Vous êtes toujours là, Cédric ? Toujours là, présent. Très bien. Et alors,
comme on sépare les vrais, que c'est Sud Radio et que vous avez eu l'honnêteté de nous dire que vous étiez RN, alors on va également rejoindre un autre auditeur qui a eu l'honnêteté de nous dire qu'il était LFI, c'est Xavier en Gironde. Bonsoir Xavier. Bonsoir Frédéric, bonsoir Sud Radio. Vous êtes de Floirac, hein De Floirac, à côté de Bordeaux, exactement. Bon, messieurs, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux, hein, déjà parce que vous dites... on se calme derrière, on se calme. Pas de manifestation, on n'en est qu'au débat. Donc, Xavier et Cédric, bon, évidemment, vous êtes là tous les deux. Bon, vous acceptez de débattre tous les deux. De toute façon, il faudra bien peut-être au deuxième tour, si la tendance se confirme. On est d'accord tous les deux ? Tout à fait. Bon, très bien. Ah bah bien sûr, c'est la démocratie, c'est normal d'échanger des idées. Parfait. Ils sont bien, ils sont là. Alors, j'aimerais quand même vous faire écouter ce qu'ont dit les politiciens ce week-end. Le week-end, en général, sont les nombreuses émissions politiques sur cette possibilité du face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, évidemment, hein, soyons... Et c'est Raphaël Glucksmann qui en parle, coprésident de Place Publique et député européen. On est en train de voir une petite musique qui est en train de s'imposer en expliquant que de toute façon, le deuxième tour, ce sera Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Ça, ce scénario-là n'existera pas. Ce scénario-là n'existe que pour faire peur. Parce qu'en réalité, il y a entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen un espace immense. Des millions de Françaises et de Français qui ne se résolvent pas à ce type d'affrontement. Et donc, il n'y aura pas ce second tour. Il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Et je crois, sincèrement, qu'il n'y aura pas Marine Le Pen à l'Élysée. Ni l'un ni l'autre. Alors, c'est une réponse claire et nette à notre question. Annabelle Carrette-Nourry, Raphaël Glucksmann, il a raison de penser ça ? Non, j'ai pas l'impression. Non, écoutez, à mes yeux, on a eu on va dire une séparation des Français. Je pense que ce sont les conséquences du macronisme peut-être. Je pense que en étant centriste, il a peut-être voulu rassembler les populations françaises et je pense que ça a créé un grand écart ça a creusé l'écart entre la droite et la gauche qui a créé l'extrême droite et l'extrême gauche. Maintenant aussi, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui sorte de nulle part. J'ai l'impression parce que ce qui s'est passé en 2017 avec Macron, c'était il est un petit peu sorti de nulle part. Il n'a pas fait une campagne immense non plus. Et donc voilà, c'est les deux scénarios qui s'offrent à nous, à mes yeux. Voilà. Et qui, pour vous, offre finalement une carte postale de la fracture de la société française. Voilà, c'est très représentatif de la société. Alors, écoutons Olivier Faure maintenant, premier secrétaire et député du Parti socialiste. Je suis pour ouvrir les portes et les fenêtres. Je suis pour que dans un moment que vous venez de décrire, qui est un moment où nous ne sommes pas les favoris de cette compétition, où nous c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vous trouve très lucide. Mais il faut l'être. Mais donc un moment où on sait que ce combat sera extrêmement difficile, ce n'est pas le moment du repli sur soi. C'est le moment au contraire où on doit ouvrir les portes et les fenêtres et créer un élan populaire, créer une dynamique. Alors, Pascal Giral, est-ce que ce message d'Olivier Faure est entendable pour contrecarrer cette possibilité du duo, du face-à-face Le Pen-Mélenchon ? Oui, moi je pense que si on parle de la base du raisonnement, c'est que les électeurs ne veulent plus voir les gens qui sont au pouvoir actuellement. Donc ils vont voter selon leur tendance ou à droite ou à gauche pour des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir pour le moment. Et pour ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir, c'est LFI et le RN. Donc je suis ni LFI ni RN, mais la logique, y a une logique qui s'impose, que Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen seront au second tour, puisque de toute façon, à la fin du premier tour, il va y avoir des alliances, quoi qu'on en dise. Et tous les gens de socialistes ou autres ou droite et qui disent ah non moi je ferai jamais ci ou je ferai jamais ça, bien sûr que non, ils vont être obligés de se rallier ou à l'un ou à l'autre. Donc moi ça me paraît évident que les finalistes seront Mélenchon-Le Pen. D'accord, donc deuxième point de vue. Et troisième extrait, Édouard Philippe, président d'Horizon, maire du Havre et ancien Premier ministre.
Moi, ce que je dis, c'est que je veux proposer aux Français d'éviter de vivre le cauchemar que constituerait au second tour de l'élection présidentielle un choix entre Monsieur Mélenchon et les délires ethnico-communautaires qu'il propose, la faillite collective dans laquelle il nous entraîne, et Madame Le Pen qui propose un retour en arrière sur tous les éléments économiques qui, à mon avis, entraînerait le pays tout aussi vite dans une forme de ruine. Je pense qu'un très grand nombre de Français veut éviter ce face-à-face cauchemardesque. Abdoulaye Kanté, un face-à-face cauchemardesque ou pas? Je pense que quand on regarde les sondages, et aussi les médias qui mettent ces deux finalistes, alors qu'en fait l'élection n'est totalement pas jouée, on sait que voilà, il peut avoir quelque chose qui va évidemment mettre un holà à cette projection, mais je pense encore une fois qu'il faut faire très attention parce qu'on sait que les Français sont déçus des politiques en général. On sait que Marine Le Pen arrive à avoir une dizaine de millions d'électeurs avec elle, mais n'oubliez pas encore une fois que quand on prend les extrêmes, ce sont à la fois des vendeurs de fatalisme, des vendeurs de séparatisme. Donc il faut être lucide. La France évidemment est en colère et c'est une réalité, mais la France aussi est lucide, elle ne peut pas tomber dans ces travers-là, même si, encore une fois, certains vont dire que oui, il y a certains qui étaient là pendant 10 ans et qui n'ont rien fait ou bien qui ont emmené la France vers la faillite. Je veux dire que, effectivement, en 10 ans, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été assez faites de manière rapide, mais des choses quand même ont été faites, donc il ne faut pas non plus tout jeter. Voilà. Alors, nos auditeurs, Pascal, rapidement, parce moi, que rapidement, je prends un peu aussi de recul et je dis que la lente progression du RN et de LFI lors des dernières élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, si on croise les deux courbes, ça continuera à évoluer et ça va aller dans le sens d'une finale Mélenchon-Le Pen. Bon, alors, voilà, je voulais installer le débat. On a clairement mis au point la situation et on a le temps, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez au 0826 300 300. Où se trouve donc Cédric, auditeur qui nous a parlé de son attachement au Rassemblement national. Un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est victoire assurée pour le RN ou pas, Cédric ? Rien n'est jamais joué, et puis il faut savoir que c'est quand on commence à parler du Rassemblement national comme de l'extrême droite, il faut savoir quand même que l'extrême droite, quand même, c'est un groupement de personnes ou des personnes qui ont des opinions extrêmement nationalistes, ou xénophobes, racistes et fondamentalement religieuses, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Donc j'ai posé déjà le débat et j'ai posé le décor. À côté de ça, je voulais juste simplement me rendre à l'évidence que si il y a un, comment on appelle ça, un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen, il y aura des fortes démobilisations. On sait, anti-Le Pen, comme ils l'ont fait en 2017, comme ils l'ont fait en 2022, et puis ça va mettre la France dans un certain chaos. Mais politiquement parlant, il est impossible que les Français qui ont une cervelle et qui ont une mémoire ne puisse pas se rendre compte et se rendre à l'évidence que la seule personne qui peut sauver notre pays aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Quand on voit toutes les personnes, tout ce qu'ils ont fait... Alors, justement, Cédric, non, parce qu'on va en reparler tout de suite après. Vous voyez, on plante le décor, je vous sollicite juste chacun, et après, on va faire comme en MMA, on va se rentrer dans le lard dans la deuxième partie. Mais ça y est. Je garde mes points dans la poche, alors. Xavier, c'est l'adversaire idéal en cas de deuxième tour pour LFI, le Rassemblement national, parce que vous vous dites que vous allez rassembler large. En cas de deuxième tour face au Rassemblement national, oui. Alors attendez, on vous a mal entendu. Reprenez parce que je voulais pas que vos propos soient coupés. Allez-y. Oui, en cas de deuxième tour face au Rassemblement national, effectivement, ce sera un choix de clarification. Les Français auront un choix, et je pense que une grande part des Français n'auront pas envie de donner les clés de la maison au successeur de monsieur Jean-Marie Le Pen, à ceux qui défendent une vision assez rabougrie de la France, une vision qui rétrécit l'image de la France à l'international, et une vision importante sur le plan économique, parce que quand on défend une politique contre l'immigration, alors qu'on est dans un pays qui voit sa natalité s'effondrer, on sait que c'est une grande incohérence, puisque pour soutenir l'économie, soutenir notre système de protection sociale, il nous faut absolument des forces productives, et elles ne viendront pas de la natalité, elles viendront en partie de l'immigration.
Donc je pense que les Français auront le choix entre la cohérence et la tradition républicaine et l'incohérence et le nationalisme. Alors, à vous entendre tous les deux, donc Xavier, auditeur LFI, et puis Cédric, auditeur RN, finalement, ça ferait bien votre jeu parce que vous êtes sûr de gagner l'un contre l'autre. Bon, vous avez entendu nos trois vraies voix. On va, comme je vous l'ai dit, débattre sérieusement sur cette possibilité. La question vous est posée en tout cas. Un second tour Mélenchon-Le Pen est-il inévitable ? On en parle avec vous, les auditeurs, avec les trois vraies voix. C'est dans 2-3 petites secondes. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-20h, Frédéric Brandel. Vous l'avez entendu tout le week-end dans toutes les émissions politiques. Et alors, un second tour à l'élection présidentielle 2027 entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Oui, pour certains, ça semble inévitable. Nous vous posons la question, est-ce que c'est inévitable ? Donnez-nous votre point de vue sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On fera le point dans un instant. Et puis, on en parle avec nos deux auditeurs. Nous avons un auditeur du RN, Cédric à Autignac, et un auditeur de LFI, Xavier à Floirac. Et puis, nos trois vraies voix, Abdoulaye Kanté, policier et conseiller de Paris, Annabelle Carrette-Nourry, fondatrice de l'association Urvalues Éducation, et Pascal Giral, chef d'entreprise. Je voudrais juste vous donner ce sondage IFOP fiducial qui vient de sortir. Mais alors là, c'est tout frais. Personnalités qui ont la meilleure opinion auprès des Français. Alors tenez-vous bien. Premier, Michel-Édouard Leclerc. Dans les politiques, il est estampillé politique, comme quoi c'est le moins politique. Bah oui, voilà. Deuxième, François Hollande, 49%. C'est impossible. Rien à voir. On ne réagit pas au standard. On dit rien. On me laisse parler. C'est dire les autres. Non, parce que c'est vrai, l'état on va dire, de popularité dans laquelle il a conclu son mandat est celui-là. Troisième, attention, Édouard Philippe, 48%, Sébastien Lecornu, 47%, et Jordan Bardella, 47%. Ce qui veut dire que pour le RN, quand même, il se prive d'un atout terrible. Et, alors nous en venons à notre débat, Marine Le Pen est 13e avec 42%, et Jean-Luc Mélenchon, 26e avec 36%. Glucksmann est 31e, Retailleau 17e, Attal 11e, et Ségolène Royal 9e. Pascal Giral, c'est pas dit que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon soient au second tour sur leur propre personnalité. Je peux vous poser une question, ces statistiques-là, elles viennent d'où ? Alors, je l'ai dit et je le rappelle, c'est un sondage IFOP fiducial avec un panel très précis sur l'indice de popularité des personnalités politiques. Voilà, est-ce que vous avez une bonne opinion ou pas ? Parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pour une bonne partie de la population, n'ont pas une exceptionnelle popularité. Oui, mais au-delà de la personnalité propre de monsieur Mélenchon et madame Le Pen, il y a ce que représente leur parti, qui ont des idées franchement totalement opposées. Anti-républicaines. Voilà, exactement, totalement anti-républicaines, l'un comme l'autre. Je ne sais pas quoi vous dire sur ces statistiques-là. Moi, j'ai l'impression quand même que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que les Français mettent sur le podium de leurs préoccupations la sécurité, et que la sécurité qui représente de LFI ou le RN le plus la sécurité, c'est quand même le RN. Non. Et que voilà, bon, j'ai l'impression que il y a le pouvoir d'achat aussi. Il y a le pouvoir d'achat aussi, mais bon, c'est pas dit que... Je sais pas quoi vous dire sur le sujet. Cédric, auditeur RN, je le rappelle, Marine Le Pen, c'est la meilleure des candidates, parce qu'on voit que Jordan Bardella, quand même, était nettement supérieur dans l'indice de popularité. Dans l'indice de popularité, c'est parce que il a créé cette popularité-là, parce que au début il ne l'avait pas, et il faut savoir que il y avait un problème électoral qui pouvait arriver, et il fallait trouver quelqu'un qui soit quasi à la hauteur de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, si je me rappelle bien, elle a fait 3 présidentielles, je crois. Ça fait c'est sa quatrième campagne. Voilà. Donc elle a fait un raté, et je lui en ai voulu énormément lors de ce face à face avec monsieur Macron. Mais bon, on va passer l'éponge, on passe à autre chose. C'est quelqu'un qui a l'étoffe.
Non, mais... Donc vous, en tant que électeur du RN, vous dites bon bah voilà, oui effectivement, mais et même question à Xavier. Jean-Luc Mélenchon, finalement, pour LFI, c'est pas un danger? C'est pas un danger, c'est l'homme politique qui a la plus grande capacité à mobiliser les foules dans des grandes salles. C'est un homme qui a une grande expérience de la vie politique et des élections présidentielles. Effectivement, la politique, ça, dans tous les cas, quand on défend des idées avec beaucoup de conviction, ça génère, ça suscite aussi de l'antipathie. Donc, il a des adversaires. Mais je pense que ce qui est important de revenir, c'est de pas faire de l'élection présidentielle une bataille de coq, mais de faire de l'élection présidentielle une bataille d'idées. Je pense que la politique doit servir avant tout les idées et non les personnalités. C'est pas une élection présidentielle, ce n'est pas une émission de télé-réalité. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Enfin, le chef d'État incarne le pays quand même, donc c'est une élection terriblement axée sur la personnalité. Il y a une rencontre entre une personne et... Il faut pas dériver vers une présentation d'élection présidentielle comme si c'était un combat de personnalité. C'est un combat d'idées. C'est un combat de conviction politique. C'est un combat de qu'est-ce qu'on propose pour l'avenir du pays. Et non pas de qu'est-ce que quelqu'un est gentil, méchant, est-ce qu'il est plus généreux, servile, docile, conquérant, dominant. En fait, ce qui compte, c'est quelles idées on va défendre. Ouais. Oui, mais regardez, quand je vous ai donné le résultat du sondage IFOP fiducial, quand j'ai parlé de François Hollande, vous avez tout de suite tiqué. Donc il y avait quand même... vous voyez ce que je veux dire, il y a une donnée quand même sur la personnalité. Annabelle Carrette-Nouri. Alors, voilà. Alors, Annabelle Carrette-Nouri, sur la personnalité, on peut dire que la probabilité que les deux soient au second tour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, doit être contrebalancée avec les adversaires. Et les adversaires, est-ce qu'ils ont le moyen de s'immiscer? Ah bah ça c'est une bonne question. À mon avis, moi de toute façon, ce duel, ce second tour va avoir lieu. Il me semble qu'il y a, on est à ce retour, vous parliez une forme de culte de la personnalité maintenant. On se bat pour une identité, une image et plus pour le fond finalement. On est sur la forme, il y a ce manque de fond. Bah, ça a toujours été pour la présidentielle quand même. Oui, mais c'est croissant quand même. Il y a un moment donné, on se battait quand même pour des idées, au début les premières républiques, mais après on est en train de revenir à une espèce de culte de la personnalité, une seule personne qui représente une image et il n'y a plus de fond, il n'y a plus de fond dans les idées. Mais dans ce cadre-là, donc alors c'est pour ça que vous nous dites c'est inévitable Le Pen-Mélenchon? Oui. Non. Alors non, ça je parlais au niveau parce qu'il. Ok. Alors quelle incarnation peut s'immiscer? Eh ben ça c'est une bonne question. À mon avis, quelqu'un du centre à nouveau peut-être. Là la troisième personne. Édouard Philippe. Édouard Philippe, 48%. Statistiquement, on le voit de toute façon, c'est soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, soit Édouard Philippe. Ouais. Et Gabriel Attal, lui, est 11e avec 42%. Oui, et d'ailleurs, on voit que si on met dans le classement Édouard Philippe et qu'on met avec Gabriel Attal, on voit qu'il descend en pourcentage, plus qu'à 14%, alors que seul, Édouard Philippe, il monte à 2%. Donc Marine Le Pen gagnante dans toutes les hypothèses au second tour, lors d'un sondage IFOP fiducial juillet 2026, et à 55% contre Gabriel Attal, à 54% contre Édouard Philippe, et surtout à 70% contre Jean-Luc Mélenchon. Abdoulaye Kanté. Moi, en fait, je vais rejoindre ce qu'elle disait ma collègue, c'est qu'on est dans le culte de la personnalité, à celui qui gueulera le plus fort. Mais pour autant, est-ce que ça va régler le problème quotidien des Français? Là, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il faut parler du fond un petit peu. Et là, il y a, évidemment, moi je parle du bloc central, c'est qu'il y a des sujets qui sont mis sur la table. C'est-à-dire l'école, les salaires, les frontières, et aussi l'IA, parce qu'il faut savoir aussi que l'IA, l'intelligence artificielle, va être aussi un sujet aussi sur lequel on va devoir parler. Là, quand on voit, par exemple, on a deux personnalités qui, je pense que quand on voit, on a des ténors, on va dire, de la politique, quand on voit Marine Le Pen, elle a l'expérience aussi des élections présidentielles, malheureusement ratées, et on a Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment un goth au niveau oratoire politiquement, on va dire ça, mais derrière, Jean-Luc Mélenchon, un anti-républicain, avec toujours des problématiques
problématique avec des propos qui sont inacceptables. Mais ça, on est d'accord. De ce côté, mais là, ce qu'on commande, c'est le résultat possible aujourd'hui. Alors, le résultat possible, c'est que est-ce que les Français vont vouloir choisir entre quelqu'un où il y a un manque de probité, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la condamnation aussi de Marine Le Pen. On n'a pas parlé de ça. Est-ce que les Français accepteront de fermer les yeux sur une personne qui a dit qu'elle ne accepterait pas que quelqu'un de condamné puisse aller à la magistrature suprême, ou quelqu'un qui est foncièrement anti-républicain, qui notamment anti-flic, aussi qui a des propos qui sont problématiques au niveau de l'antisémitisme. Bon, moi je pense que les Français sont intelligents, et là on est évidemment dans la politique fiction, et que derrière je pense que les Français vont réfléchir. On est très tôt, on va dire, au niveau des élections. Là on a deux Français intelligents au standard. J'invite les Français, comme a dit ma collègue, j'invite les Français à regarder, de faire le débat dans le fond et non pas dans la forme. Dans tous les partis politiques, de toute façon, il y a des condamnations par-ci par-là. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression, ne se bat même pas pour les Français. Il se bat pour même il est en faveur avant les Français pour l'islam et pour donc c'est grave. C'est grave. On est dans une polarisation qui pour moi est compliquée. Moi j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si tous les Français quand ils votent prennent le programme de chacun dans le détail pour voir vraiment si on va voter un tel. À mon avis, les Français, comme tout le monde et moi le premier, votent pour des personnalités plutôt charismatiques, sans aller foutrement dans le détail. Et là, Le Pen, Mélenchon, on a deux personnalités charismatiques. Comme on le disait, Monsieur Mélenchon est un bon orateur. Madame Le Pen a une grande habitude des élections présidentielles aussi. Ça va être dur, hein. Je pense que... Alors, voilà ce que je vous propose. On doit marquer une petite respiration, parce que c'est le principe et c'est comme ça qu'on vit. Mais sinon, ce soir, je rentre et je ne peux pas faire manger mes enfants. Bon, non, quand même pas les enfants, c'est important. Bon, très bien. Et tout de suite après ça, conclusion, Cédric et Xavier, et puis ce que vous avez dit, les auditeurs, sur la chaîne YouTube. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix. Vous avez parlé, vous avez tranché, vous avez écouté nos trois vraies voix ce soir. Abdoulaye Kanté, Annabelle Carrette-Nourry et Pascal Giral, nos deux auditeurs qui vont conclure, Cédric d'Autignac pour le RN et Xavier de Floirac pour LFI. Avant Quentin Saunier qui ausculte les consultations Sud Radio, donc qu'ont répondu nos auditeurs à un second tour Mélenchon-Le Pen est-il inévitable? Mais écoutez, c'est un sondage très 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 serré, puisqu'ils disent non à 55% seulement. Donc c'est pas une grosse marge. En tout cas, beaucoup de commentaires pour accompagner ce sondage. On a Alex qui nous dit non, ce n'est pas inévitable, il ne faut pas sous-estimer Édouard Philippe. Et on a Delphine qui nous dit Mélenchon ne passera même pas le premier tour. Et je peux vous dire que beaucoup d'auditeurs la rejoignent sur ce point. Ah bon, très bien. Eh ben on va commencer par vous, Xavier de Floirac. Cette présence au deuxième tour de Jean-Luc Mélenchon, pour vous, c'est gagnant uniquement si c'est Marine Le Pen en face? Est-ce que ce face-à-face Le Pen-Mélenchon, pour vous, parle et représente l'image de la France aujourd'hui? Écoutez, ce face-à-face, s'il arrivait, représenterait un clivage qui existe au sein de la population française et permettrait de clarifier quelle France on veut pour demain. Est-ce qu'on veut une France ouverte sur le monde, une France généreuse, une France qui partage la richesse, une France qui est assise, profondément ancrée sur les valeurs de la République, et donc l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur origine, leur religion. Ou est-ce qu'on veut une France rabougrie, qui veut revenir en arrière, qui veut s'isoler du monde, qui veut revenir sur des valeurs qui ont malheureusement fait les heures les plus sombres de notre histoire, puisque le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui a fondé le Front National, était un ancien en fait vichyste. C'est la France. Il faut bien qu'on entende que ce sont les successeurs de la France de Pétain. Voilà. Et pour vous, le changement juste d'une lettre de FNARN ne suffit pas. D'accord. Oui, et donc malgré tout le poids des puissances d'argent qui préféreront
mettre Marine Le Pen au pouvoir que Jean-Luc Mélenchon, comme ils ont préféré mettre Hitler au pouvoir que les communistes dans les années 30, eh bien malgré tout ce poids de l'argent, on verra quelles décisions prendront les Français. C'est quand même une autre époque, mais en tout cas on voit bien que l'histoire est très présente pour vous. Même conclusion pour Cédric, donc d'Autignac, pour le RN. Pour vous, cette possibilité d'un face-à-face Mélenchon-Le Pen dirait beaucoup du fait que la France a ce clivage ? On se retrouve dans une situation où on a d'un côté l'argent des Français qui est dilapidé pour l'immigration et pour les gens qui sont sans papier, et plus rien pour les Français. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde plus la paille qu'on a dans l'œil du voisin, et on voit même plus la poutre qu'on a dans notre œil. Donc à un moment donné, effectivement, on a besoin d'avoir un redressement dans notre pays, et ce redressement passe d'abord, n'en déplaise à Xavier, mais aux Français, qu'ils soient d'origine maghrébine ou pas, mais aux Français, je parle des Français, carte nationale en main, et non pas des personnes qui sont sans papier. On distribue aujourd'hui de l'argent à tout va, à n'importe qui. Moi, je travaille sur ma feuille de paye, il est enlevé des choses que si on n'avait pas toutes les aides sociales qu'on donne aux étrangers qui vivent en France, eh ben on pourrait se permettre, comme moi là, je peux pas me faire remplacer dedans parce que j'ai pas la possibilité, ça me coûte trop cher. Par contre, une personne étrangère, peut le faire gratuitement sur mon argent à moi. Bon. Donc c'est impossible. On peut plus vivre comme ça aujourd'hui. Et on a eu, et là j'en reviens là-dessus. Juste une dernière chose, j'en reviens à monsieur Édouard Philippe, faut pas qu'ils oublient que chaque fois qu'il y a eu qu'il y avait plus d'argent dans la caisse, ils ont créé des taxes. C'est pas comme ça qu'on redresse un pays. J'en parle à mes amis autour de moi. Si moi je fais ça avec ma banque, je suis mort. J'ai tout au cul. Je me fais saisir tout. Donc à un moment donné, on peut plus en arriver là aujourd'hui. Il faut qu'on redresse notre pays et qu'on regarde d'abord les Français avant de regarder les étrangers. Et c'est pas du racisme, c'est juste une chose qui est de bon sens maintenant aujourd'hui. Merci messieurs. En tout cas, tous les deux, moi je conseille une chose à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, c'est de vous utiliser parce que vous avez été aujourd'hui leur porte-parole et on voulait faire ça sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez eu nos 3 vraies voix qui ont proposé d'autres solutions et puis il y avait un auditeur RN et un auditeur LFI. C'est ça Sud Radio, et Sud Radio c'est aussi se détendre. Tiens, ça risque d'être un peu le cirque, l'élection présidentielle, mais le vrai cirque, celui qu'on aime. On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. L'info en plus, le rendez-vous de Quentin Barbaza. L'info en plus consacrée ce soir au cirque, une des sorties préférées des Français, notamment en ce week-end du 14 juillet, Quentin. Et oui Frédéric, mais aussi ce week-end du 14 juillet, il va être marqué par des très fortes chaleurs ces derniers jours et la canicule, on l'a subie tous. Mais qu'en est-il des animaux dans les cirques ? Comment sont-ils protégés ? Comment ils font ces gérants de cirque avec ces températures qui grimpent ? Et ben on va en parler avec Jean Falk, qui est le directeur du nouveau cirque Zavata. Bonjour Zavata. Oui. Bonjour. La référence. Achille Zavata, hein. C'est ça. La on référence. travaille avec sa fille. Ah, d'accord. Et Achille Zavata, c'était un clown, hein, on est d'accord au départ, hein. Oui, ça, c'était une vedette du spectacle, il faisait de tout, il était acrobate, il était tout, mais il était connu pour être le clown. Ah, génial. Moi, gamin, j'adorais. Alors, allez-y, Quentin. Ouais. Donc voilà, Jean-Paul, vous vous apprêtez à partir pour votre tournée en 6 étapes sur la côte vendéenne et en Charente-Maritime, avec les très fortes chaleurs. Tout simplement, comment vous adaptez, vous, en tant que directeur de cirque, pour protéger vos animaux ? Eh ben, comme tous les directeurs de cirque aujourd'hui, on met tout en œuvre pour que ce soit de plus en plus facile pour nous comme pour les animaux. Donc on fait déjà beaucoup moins d'étapes, on reste beaucoup plus longtemps dans les villes par rapport aux anciennes tournées. Et une fois qu'on est installé, après les animaux sont dans des grands parcs avec de l'ombrage, soit des emplacements naturels en dessous les herbes, l'emplacement fermé, ou alors avec des structures que nous on monte, dans lesquels il y a des grands brumisateurs avec des gros ventilateurs qui rafraîchissent l'air pour les animaux. Et il faut savoir que justement, dans les étapes que nous faisons chaque année, on est toujours en bord de mer, donc il y a la canicule dans l'ensemble de la France. Nous, on est quand même un petit peu plus privilégiés, il y a l'air de la mer, on est quand même Là, les prochaines dates, vous nous les rappelez, là, c'est où exactement ? Alors là, on va se produire à Saint-Trojan-les-Bains, du 17 au 21. Saint-Trojan-les-Bains, ouais, d'accord. Voilà. Et après, on va s'installer sur Chaland, les Sables d'Olonne,
Et après, on va finir dans l'île de Ré pendant 3 semaines. D'accord, donc vous êtes sur l'océan Atlantique. Quentin, vous avez une autre question, hein? Oui, moi j'avais une question, c'était est-ce que certains animaux, on sait qu'il y a maintenant il y a des restrictions au niveau des cirques, notamment les animaux sauvages qui sont interdits, on a plus d'animaux domestiques au sein des cirques, chez vous notamment des chevaux, des poneys, des dromadaires ou des lamas. Quels sont les animaux qui supportent le mieux la chaleur justement? Eh ben, les animaux qui supportent la chaleur, est-ce qu'on pourrait pas à l'inverse, justement, à cause de leur laine et tout ça, c'est les lamas et les chameaux et les dromadaires, parce que c'est des animaux qui sont, on va dire, on va pas dire ça exactement comme ça, mais ils sont programmés, comme l'hiver arrive, le poil repousse plus épais, la laine repousse plus épais, et à l'inverse, justement, comme l'été arrive, les poils et la laine tombent pour qu'ils soient plus frais. C'est des animaux qui ont l'habitude, justement, à ces changements de température, on va dire, assez énormes. Le lama, c'est enfin, il y a une relation quasiment d'animal domestique, hein, c'est ça? Mais le lama, le dromadaire et le chameau sont des animaux domestiques. Ouais, d'accord. Alors après, il y en a qui disent lama, lequel, Bernard, Dalaï ou Serge. Ouais, voilà, Yves sort de ce corps. David. Voilà, non, celle-ci, elle est de moi, si vous me permettez, Abdoulaye. Merci. Une question autour de la table, les vraies voix, sur cette évolution du cirque. Annabelle, oui, alors j'ai peut-être plusieurs questions. Est-ce que ça fonctionne plus ou moins bien selon avec ou sans les animaux, le cirque? Est-ce que les gens, est-ce que ça influe sur le nombre de spectateurs? Et aussi, est-ce qu'il y a des aides ou pas pour les cirques? Je ne sais pas s'il y a des choses à mettre en place en cas de grande chaleur ou de grand froid. Ouais, parce que c'est vrai, ce qu'on vous a demandé, c'était un peu d'abandonner les animaux. Et moi, gamin, si j'allais au cirque, j'adore les singes, par exemple. C'était génial. Alors, on vient plus s'il y a des animaux. Alors, il faut savoir que le cirque, depuis tout temps, s'est toujours réinventé, mais la base du spectacle traditionnel du cirque, ça reste les clowns et les animaux, et le public vient pour voir les animaux. Ouais. Alors, un spectacle, il y a plusieurs cirques qui ont décidé de faire des spectacles 100% humains, qui, eux, sont subventionnés justement par l'État, et si ça ne serait pas le cas, ils ne pourraient pas tourner parce que ça n'intéresse pas la même quantité de public. Et nous, les cirques traditionnels qui travaillons avec nos animaux, justement, eh ben, on a aucune subvention de l'État, on est complètement indépendant, et ça fait 7 générations que ça dure, et on n'a jamais rien demandé à personne. Donc, quelque part, c'est que c'est un spectacle, c'est ce type de spectacle vivant qui intéresse le public encore. Abdoulaye Kanté, question. J'aurais justement pas de question, juste simplement vous dire merci de faire, on va dire, pérenniser cette féerie, notamment donc le cirque, parce qu'on sait que voilà, dans certaines périodes, des fois ça fait du bien de voir des spectacles comme ça, notamment sur la période de Noël. Et juste simplement vous envoyer tous mes encouragements. C'est pas forcément facile, mais en tout cas merci et bravo à vous. Très très gentil, merci. Pascal Giral. Oui, et vous avez donc une tournée, on a bien compris, une tournée d'été, mais vous avez aussi des tournées d'hiver? Bien sûr. Ben là, le cirque s'est arrêté pendant 1 mois, la période du mois de juin, qui est-ce que c'est les premières chaleurs, et c'est là que on va dire que la période est la plus mauvaise pour le spectacle. C'est les premières chaleurs, c'est là que c'est le moins bon. Mais maintenant, du 14 juillet, du 17 juillet jusqu'à la période de Noël, le cirque va continuer et va avoir une tournée complète dans toute la France. Bon, super. Le cirque Zavata, une légende avec les animaux, et on l'a dit, priorité. Moi, j'ai une peur bleue des serpents, et j'amène mes 2 enfants, et un jour, alors la petite avait 3 ans et le grand 10, et je dis à mon grand, Antonin, occupe-toi de ta petite sœur, ils vont emmener un serpent, moi j'ai trop peur, et je sors. Et je lui dis, pour pas montrer ma peur à ma fille, je sors, et sur quoi je tombe? Le serpent qui allait rentrer. Et ouais, c'est comme ça. Allez, on file au Tour de France dans un instant. Merci Quentin Barbaza, vive le cirque. Merci. Sud Radio, parlons vrai. Moi en voiture, la chaleur, quelle chaleur. On a évoqué notamment bien les feux de forêt tout à l'heure, hein. On a fait un point complet sur la situation en forêt de Fontainebleau. Nous continuerons évidemment de suivre tout cela, cette chaleur, cette canicule. A priori, Rémi André nous le redira à 19h03 tout à l'heure, ça devrait se calmer jeudi. Et s'il y en a qui ont bien suffoqués, ce sont les coureurs du Tour de France. Alors, avec nous, nos 3 vraies voix, Abdoulaye Kanté, Annabelle Carrette-Nourry et Pascal Giral. Chers amis, accueillons celui qui est notre consultant, mais également le
président de l'UNCP, qui est le syndicat des coureurs cyclistes. Aujourd'hui, c'est journée de repos sur le Tour de France. Tout le monde se repose et c'est l'occasion pour les coureurs cyclistes quand même de mettre sur la table la question de cette canicule. Bonsoir Pascal Chanteur. Bonsoir à toutes et tous. Bon, Pascal, déjà, très important, il y a une déclaration du plus grand de tous, Tadej Pogačar, qui a dit il va falloir se poser la question. C'est pas que les coureurs commencent à se plaindre, mais quand même ils alertent. C'est bien ça l'idée. Exactement. Je remercie énormément Tadej. Tout naturellement, Tadej s'implique énormément pour sa corporation. Et le fait qu'il ait pu soutenir le message et le communiqué de presse que nous avions fait paraître est quelque chose de très important pour nous représentants, parce que ça donne encore plus de poids aux demandes que l'on fait, aux demandes répétées que l'on peut faire. Quelles sont ces demandes ? Alors prenons point par point. Le premier point, Pascal Chanteur. Alors premier point, bon, on est tous d'accord que la situation climatique ne va pas s'améliorer dans les années qui arrivent. Ça, c'est fondamental et on s'accorde tous à en faire le constat. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir avancer les horaires des étapes, mais bien sûr en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, parce qu'on n'est pas les seuls à organiser et à permettre à ce que le Tour de France ou d'autres épreuves puissent se passer correctement. Mais en l'occurrence, le Tour de France, c'est quand même la vitrine de notre sport et c'est l'une des épreuves qui dure le plus longtemps parce qu'elle fait partie des 3 grands tours du calendrier et elle se passe au mois de juillet. Alors rappelons quand même pour nos auditeurs, grosso modo, en général, le départ est donné vers 12h30 et l'arrivée, 13h et l'arrivée 12h30, 13h. Voilà, et l'arrivée 17h, 17h30, ce qui fait 5 heures d'effort en plein cagnard. Il y a des questions autour de la table. Abdoulaye Kanté. Moi, je trouve qu'en fait la question, ce que dit Tadej Pogačar est intéressante parce que il pense aussi à la sécurité, à la santé plutôt des coureurs. Mais derrière aussi, pourquoi je pense que certains graissent les dents, parce qu'il y a aussi l'effet économique et aussi l'effet visibilité aussi, parce qu'il faut savoir que le Tour de France, c'est aussi une carte postale de la France et qu'il y a certains villages qui comptent sur justement la visibilité du Tour de France pour pouvoir faire parler de leur village. Et il est vrai effectivement que le souci avec la problématique climatique, est-ce que il va pas avoir des polémiques. Quand je dis polémique, c'est peut-être des frictions sur l'aspect économique et l'aspect, on va dire, climatique et aussi santé. Est-ce que les uns et les autres peuvent se rejoindre, Pascal Chanteur ? Alors, vous l'avez clairement signifié. La première des choses, c'est la santé. Pour la santé des coureurs, il est primordial de se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Ça, c'est première chose. Vous avez parlé économique. Économique, vous parlez des médias, des droits télé, des possibilités. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que, et le Tour de France le dit le premier, c'est diffusé dans 190 pays dans le monde. Que je sache, tous les pays n'ont pas le même fuseau horaire. Donc les gens sont en capacité de s'adapter. Ensuite, vous avez dit la carte postale. Ça veut dire que notre public, on y prête une attention particulière et on parle de la santé des coureurs. Mais il faut aussi, bien sûr, prendre en compte la santé de notre public sur le bord des routes. Et d'ailleurs, Abdoulaye Kanté, qui vous a posé la question, qui est policier, pour les forces de l'ordre aussi, parce que nos policiers, nos gendarmes, ils sont toute la journée en plein cagnard. Le long du tour. Hein. Donc c'est un peu fou. Donc vous, l'option, vous dites, Pascal Chanteur, plutôt avancer le matin. Donc ça veut dire un peu moins de temps de gros cagnard et arriver, on imagine, vers 14h, plutôt que le contraire, c'est-à-dire arriver à 20h. Déjà, il y a le soleil couchant. Donc si on a une arrivée, là je parle en spécialiste de la télé, c'est-à-dire si on a une arrivée avec soleil couchant, vous avez contre-jour et il n'y a pas d'image. Donc plus le matin que le soir, Pascal. Oui, pourquoi plus le matin ? Pour la bonne et simple raison que les coureurs, ils ont besoin de récupérer. Ils ont besoin de pouvoir, faire leurs soins, c'est-à-dire les massages, le fait de s'alimenter, d'avoir un repas correct pour pouvoir derrière digérer correctement et pouvoir se mettre au lit pas trop tard. Parce que pour vous donner une latitude d'un coureur sur une étape du Tour de France, je vais prendre l'exemple des Angles. Vous finissez vous avez 3 heures de transfert, ça vous fait arriver à 21h15 à l'hôtel, 22h15 à table,
des coureurs qui ne sont pas massés pour certains. Et puis derrière, vous êtes au lit, il est minuit, 1h du matin. Oui, parce que les angles étaient une arrivée au sommet, évidemment, accès difficile. Oui, donc effectivement, on comprend bien que c'est plus, c'est plus intéressant plutôt le matin. Alors, ce sujet, évidemment, on va y revenir de 19h à 19h30 avec ce soir Pierre Latour, ancien maillot blanc du Tour de France, Cyril Guimard, qui fête aujourd'hui les 50 ans de sa première victoire en tant que directeur sportif avec Lucien Van Impe. Il en a gagné 7 en tant que directeur sportif. Et bien sûr, Samuel Dumoulin, notre autre consultant. Merci Pascal Chanteur. En tant que président de l'UNCP, le syndicat des coureurs cyclistes, vous avez ouvert le débat, on y reviendra bien sûr. On est tenu par le temps. Donc on va retrouver dans un instant Thomas Binet et puis après, tenez bien donc votre agenda, 19h, 19h30 spécial Tour de France, 19h30, 20h, vous réagissez à tous les sujets qu'on vient d'évoquer, notamment les feux de forêt, notamment les questions de cyber aussi, sécurité, etc., etc. Vous réagissez et puis bien sûr à 20h les tontons du mondial autour de Joseph Ruiz. Bravo à Annabelle Carrette-Nouri pour sa première en tant que vraie voix. Bravo aux anciens Abdoulaye Kanté et Pascal Giral qui aussi reviendront parce qu'ils sont incontournables. Tout de suite, justement, les incontournables de la bourse, Thomas Binet.